Bonjour à tous, bienvenue à cette autre capsule théorique du chapitre 11 sur les équations de Maxwell en PHS 1102. Euh, Aujourd'hui, donc la capsule va être un petit peu plus courte, on va parler de l'équation d'onde. Donc l'objectif de la capsule, ça va être simplement d'obtenir l'équation d'onde dans le vide et dans la matière linéaire à partir des équations de Maxwell qu'on a trouvées dans la capsule précédente. Donc si je vous remontre où est-ce qu'on s'était laissé la dernière fois, euh, on avait trouvé à partir des équations de Maxwell sous forme intégrale, on avait utilisé les théorèmes donc, de flux divergence et de Stokes pour obtenir les formes différentielles. Okay? Et je vous avais dit que ces formes-là seraient plus faciles à manipuler pour éventuellement trouver la solution à ces quatre équations-là parce que ces formes-là ne font pas intervenir de surface ou de courbe de façon explicite. On regarde vraiment en un point quels sont les champs E, D, B et H, les courants et la densité de charge, et on est capable de résoudre. Alors, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. En général, c'est vrai, je vais vous le dire tout de suite, en général, résoudre les quatre équations de Maxwell simultanément dans une géométrie quelconque et pour des conditions, on va dire frontières, donc des conditions de courant et des conditions de distribution de charge quelconque, c'est extrêmement difficile. Il n'existe pas une solution générale pour tous les problèmes d'électromagnétisme. Par contre, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une situation qui est parmi les plus simples, mais qui va déjà nous donner beaucoup de compréhension sur ce que prédisent les quatre équations de Maxwell. Donc voici la situation qu'on va regarder. On va commencer par regarder les équations de Maxwell dans le vide. Je vous avertis tout de suite, ça ne veut pas dire que la solution qu'on va trouver va seulement s'appliquer dans le vide. On va voir après que cette solution-là va aussi s'appliquer en faisant des changements mineurs dans toute matière qui est linéaire, okay? Et qui respecte les conditions que je vais mentionner dans quelques secondes. Donc, ce n'est pas une situation farfelue. Plus tard, la solution ne sera pas appliquée seulement dans le vide. Alors, on part des quatre équations de Maxwell sous forme différentielle. On va faire des hypothèses pour dire qu'on est dans le vide. Donc, voici les quatre hypothèses. La première, c'est que dans le vide, il n'y a pas de charge libre. Donc, ρV va être égal à 0. La deuxième, c'est que dans le vide, il n'y aura pas de courant de conduction. Donc, il n'y aura pas de charges qui vont être en train de se déplacer dans le vide. Donc, J sera égal à 0. Troisième et quatrième hypothèse, ben, c'est que dans le vide, on l'a vu ensemble, euh, donc dans les chapitres qui faisaient le lien entre D et E et B et H, on a donc D égale permittivité du vide fois E et que B égale perméabilité du vide fois H. Okay? Si on met tout ça dans les équations générales, mais qu'est-ce qui se passe? ρV égale 0. Donc on obtient divergence de D égale 0. Sauf que D, c'est epsilon 0E. Donc en fait, je vais obtenir divergence de E égale 0. Okay, donc l'epsilon 0 va sortir de l'opérateur dérivé, il va simplement s'annuler. Divergence de B égale 0, ben, ça va rester presque pareil. Je vais remplacer B égale mu0h. Mu0 va sortir de l'opérateur différentiel, donc je vais avoir simplement divergence de H égale 0. Ensuite de ça, ben, rotationnel de E égale moins dérivé de B par rapport au temps. Ça ne change pas, sauf que je vais faire apparaître mu0h au lieu de B. Okay? Et à la fin, je vais avoir rotationnel de H qui est égal à, bon, J, on a dit que ce serait égal à 0 par hypothèse, et D, c'est epsilon 0E, donc j'ai ici J qui a disparu et epsilon 0E comme ça. Donc là, dans le vide, j'ai quatre équations qui relient deux champs, donc le champ électrique E et le champ magnétique H, avec évidemment les paramètres, les propriétés du vide. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces équations-là? Voici. Donc là, on va faire la démarche pour trouver finalement le résultat. Quand on combine les quatre équations ensemble, on obtient ce qu'on appelle l'équation d'onde dans le vide. On vous dira après pourquoi on appelle ça l'équation d'onde. C'est un peu évident, on va s'en reparler. Donc, première étape. Okay, on va faire quelque chose qui ne semblerait pas très intuitif. Donc, en général, c'est difficile de combiner des équations différentielles pour trouver une solution. Okay? C'est quand même rare qu'on fait ça. Ce qu'on fait plus souvent, à la main en tout cas, c'est de combiner des systèmes d'équations, par exemple algébriques, linéaires ou non linéaires. Ça, on est plus habitué. Mais de combiner des équations différentielles, il faut faire un petit peu attention. Donc, première chose, c'est un petit peu contre-intuitif, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rotationnel de la troisième équation. Donc, on va prendre le rotationnel de la partie gauche, donc rotationnel du rotationnel de E. J'ai le droit de faire ça parce que on se rappelle que rotationnel de E, c'est un vecteur, et j'ai le droit de prendre le rotationnel d'un vecteur. Donc, ça marche. Et à droite, on va avoir rotationnel de moins mu0 dérivé de h par rapport au temps. Pourquoi on a fait ça? Bon, regardez ce qui va arriver. C'est que un rotationnel ici, c'est une dérivée dans l'espace. Donc, dans le rotationnel, il y a des dérivées par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Mais il n'y a pas de dérivée par rapport au temps.
Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est interchanger le rotationnel et la dérivée temporelle. Okay, donc je vais rentrer le rotationnel dans la dérivée temporelle. Voici ce qui arrive. Donc j'ai moins mu0 dérivé par rapport au temps de rotationnel de h. Et là, c'est intéressant de faire ça parce que rotationnel de h, selon la quatrième équation de Maxwell, c'est la permittivité du vide fois la variation temporelle de E. Donc on va remplacer ça. Théorème d'ampère généralisé, quatrième équation de Maxwell. Voici ce que j'ai à droite. Donc à droite, la permittivité du vide, c'est quelque chose qui ne varie pas dans le temps. Je peux le sortir de la dérivée temporelle et j'obtiens donc la dérivée par rapport au temps de la dérivée par rapport au temps du champ E, ce qui est en fait simplement la dérivée seconde de E. Donc déjà, le côté droit a une forme beaucoup plus simple qu'au départ. Okay? On a moins permittivité du vide, perméabilité du vide fois dérivée seconde par rapport au temps du champ électrique. Là, c'est le côté gauche. Le côté gauche, il n'est pas très reluisant, il est quand même joli, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Là, on n'aura pas le choix d'utiliser une identité vectorielle. Donc, on ne s'attend pas du tout à ce que vous connaissiez cette identité vectorielle-là par cœur, mais elle existe, on vous la donne. On pourrait la démontrer, on ne le fera pas ici. Donc, le rotationnel du rotationnel d'un champ. Okay? Donc, le champ, je l'ai appelé F, c'est un champ arbitraire. Okay? N'importe quel champ vectoriel va respecter l'identité qui est là. C'est égal au gradient de la divergence du champ moins, on a ici nabla carré de F. Okay? Donc, première chose, ici, divergence de F, on se rappelle que ça donne un champ scalaire. Et on se rappelle aussi que l'opérateur gradient, on applique ça à un champ scalaire, comme on le faisait par exemple pour appliquer le gradient au potentiel pour obtenir un champ électrique. Donc, on appliquait le gradient à un scalaire pour obtenir un vecteur. Donc, ça ici, c'est correct, ça va donner un champ vectoriel. Et le nabla carré, si vous avez un bon souvenir du chapitre 6, c'est l'opérateur laplacien. Okay, donc, on va s'en reparler après. Donc, voilà, on remplace. On obtient donc gradient de la divergence de E moins laplacien de E. Divergence de E. Qu'est-ce que ça vaut dans le vide? Ben, on se rappelle, divergence de E, première équation de Maxwell, loi de Gauss. Divergence de E, s'il n'y a pas de charge dans le vide, c'est égal à 0. Donc ce terme-là devient 0. Et là, tout ce qui nous reste, c'est moins laplacien de E égal à moins epsilon 0 mu 0, dérivée seconde de E par rapport au temps. Et donc, on obtient ce qu'on appelle l'équation d'onde dans le vide. C'est une équation qui est, en fait, extrêmement intéressante parce qu'on est parti de 4 équations avec le champ E et le champ H qui étaient reliés ensemble. Et là, on vient de trouver une équation qui relie seulement le champ E à lui-même. Il n'y a plus le champ H dans l'équation, donc ça va être plus facile à résoudre. Là, si vous êtes observateur aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'on a utilisé seulement 3 des 4 équations de Maxwell. Si je reviens, là, on est parti de la troisième, on a éventuellement pris la quatrième, et là, on a pris la première. Okay? Et on a trouvé l'équation d'onde pour le champ E. Qu'est-ce qui arrive avec la deuxième équation, donc celle sur le champ magnétique? Ben, en fait, c'est qu'on aurait pu faire le même raisonnement. Donc, au début, ici, là, au lieu de faire rotationnel de E, donc au lieu de prendre le rotationnel de la troisième, j'aurais pu prendre le rotationnel de la quatrième, éventuellement utiliser la troisième pour éliminer E au profit de H, et utiliser la deuxième équation de Maxwell au lieu de la première, et j'aurais obtenu la même équation d'onde, mais pour H. Donc, je vous laisse le faire si vous êtes intéressé de le faire à la maison. Sinon, vous pouvez me croire. Donc, en fait, on a deux équations d'onde. C'est la même équation, mais pour le champ E et le champ H. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on est capable de résoudre mathématiquement l'équation d'onde, on sait quelle sera la forme générale du champ E et du champ H. Okay? Donc, voilà. Ce sont les résultats principaux de la capsule d'aujourd'hui. Il y a deux aspects que je veux couvrir avec vous. Première chose, c'est le fameux Laplacien. Le Laplacien ici, quand on appliquait l'équation de Laplace, okay, il y a de ça plusieurs semaines, je vous rappelle que l'équation de Laplace, c'était le Laplacien du potentiel égale 0. Le Laplacien du potentiel, on prenait donc l'opérateur nabla carré et on l'appliquait à un champ scalaire. Et on avait vu qu'il y avait des formules pour faire ça. Là, ici, ce n'est pas un champ scalaire. On a le Laplacien d'un champ vectoriel. Donc, c'est légèrement différent. Il faut faire attention à ça. Donc, c'est un Laplacien qu'on va dire vectoriel. La définition en coordonnées cartésiennes du Laplacien vectoriel, elle n'est pas compliquée. Elle a l'air ici compliquée, mais en fait, c'est simplement, on va dire, on va prendre le Laplacien scalaire, donc celui qu'on connaît déjà bien, et on va l'appliquer à chacune des composantes. Donc, le Laplacien vectoriel va me donner un vecteur, x,
Y et Z chapeau. Mais la composante, par exemple, de X chapeau, ça va être le Laplacien scalaire appliqué à la composante X de E. Même chose pour Y et Z. Donc, par exemple, si j'explicite ça en coordonnées cartésiennes, là ici, je me rends compte qu'il y a une grosse erreur de notation. Là. Il devrait y avoir des 2 en exposant partout au numérateur. Donc, le Laplacien vectoriel en coordonnées cartésiennes, il y a une composante en X, en Y et en Z. Et par exemple, si je regarde selon X, on voit que c'est le Laplacien scalaire. C'est simplement la somme des dérivées secondes de EX par rapport à X, Y et Z respectivement. On fait la même chose pour Y, même chose pour Z, et on obtient donc notre Laplacien vectoriel. Donc, ça fait beaucoup de calculs. Dans le pire des cas, on a 9 dérivées secondes à calculer pour calculer le Laplacien vectoriel, mais vous allez voir que souvent, les exemples qu'on fait, il va y avoir beaucoup de dérivées qui vont être nulles, soit par symétrie, soit parce que c'est un problème où est-ce qu'on va avoir une dimension ou seulement 2. Donc, on n'aura en pratique jamais à calculer 9 dérivées secondes. L'autre chose, c'est que là, ce qu'on vient de faire rigoureusement, c'est l'équation d'onde dans le vide. On peut appliquer cette équation d'onde-là dans la matière sous certaines conditions. Okay? Donc, si on partage les mêmes hypothèses qu'on avait au départ, on va pouvoir avoir les mêmes équations à la fin. Donc, si on est dans la matière et que la matière n'a pas de charge libre, que la matière n'a pas de courant à l'intérieur, que la matière est linéaire. Donc, si ma matière est linéaire, je peux écrire D égale epsilon E et B égale mu H. La seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que epsilon et mu, ce ne sera pas la permittivité et la perméabilité du vide, ce sera les propriétés de la matière qu'on étudie. Ces 4 hypothèses-là vont mener aux mêmes équations, sauf que au lieu d'avoir epsilon 0 et mu 0, j'aurai epsilon et mu. Okay? Donc, c'est valable dans le vide, mais c'est aussi valable dans la matière si les matériaux sont linéaires et s'il n'y a aucune charge libre et aucun courant de conduction. Voilà. Dans la prochaine capsule, on va regarder justement l'équation d'onde. C'est quoi la solution à cette équation-là et qu'est-ce que ça représente concrètement en électromagnétisme. Voilà, portez-vous bien.